Un vieux pick-up rouillé, un jardin tranquille, et un homme noir accroupi dans la terre, les mains pleines de boue, voilà comment tout a commencé. Pas de cris, pas d'alerte, juste une voix glaciale qui hurle « Lâchez cette pelle ou je vous tire dessus !» Ouais, comme ça. À Saint-Benoît, Alabama, quand un homme comme Elijah Doumbé plante des roses, c'est pas vu comme de la détente, c'est vu comme une menace. Et ce soir-là, pour une raison aussi vide que raciste, il s'est retrouvé à terre, menotté, accusé du meurtre d'une fille blanche de 18 ans qu'il n'avait jamais rencontrée. Son nom à elle, c'était Lucie Bernier. Elle bossait dans une petite teinturerie du coin. Un matin, elle a été retrouvée morte, et comme personne ne trouvait de suspect, les flics se sont tournés vers le plus simple. Un homme noir, connu dans le coin, avec un commerce de bois, qui avait eu l'audace de sortir un peu du rang. Pas de preuves, pas d'ADN. Rien, sauf les mots d'un petit délinquant blanc qui voulait négocier sa liberté. Elijah a été arrêté, balancé en prison et balancé sur le couloir de la mort, avant même son procès. Ouais, tu m'as bien entendu. Condamné à attendre sa propre exécution, sans jamais avoir eu sa chance de parler. Et pendant que la ville dormait tranquille, persuadée que la justice avait été rendue, à 200 kilomètres de là, un jeune étudiant en droit à la peau brune ouvrait une lettre qui allait tout changer. Son nom, c'était Malik Léandre. Un gars brillant, issu d'une famille modeste qui venait de décrocher une bourse pour Harvard. Mais Malik, lui, il s'en foutait des cabinets en verre et des deals à 6 chiffres. Ce qu'il voulait, c'était comprendre pourquoi des hommes comme son oncle avaient passé 20 ans enfermés sans raison. Alors il est allé faire un stage dans un centre d'aide juridique en Géorgie. Et là, tout a basculé. Il a rencontré son premier détenu dans le couloir de la mort, un gars terrifié, les mains tremblantes, qui croyait que c'était la fin. Et quand Malik lui a dit qu'il ne risquait pas d'être exécuté dans l'année, le gars a fondu en larmes. C'était juste ça, quelques mots. Mais pour lui, c'était un sursis, une main tendue dans l'obscurité. Ce jour-là, Malik a compris que la loi n'était pas une arme, mais une lumière. Et il a promis de la porter là où personne ne voulait aller. 2 ans plus tard, diplôme en poche, il a laissé tomber les offres et a foncé en Alabama. Là-bas, il a rencontré Fatou Camus, une femme droite, cash, qui avait déjà tout sacrifié pour défendre ceux que personne ne voulait défendre. Ensemble, ils ont monté l'initiative Justice Équitable. Pas de budget, pas de bureau, juste la cuisine de Fatou et une foi inébranlable dans le fait que les vies noires comptent, même quand la loi dit l'inverse. C'est dans ce contexte que Malik a entendu parler d'Elijah Doumbé. Et dès le premier rendez-vous, il a compris que cet homme n'avait pas juste été abandonné par la justice. Il avait été piétiné par elle. Elijah n'attendait rien. Il avait vu les avocats venir et repartir dès que l'argent manquait. Mais Malik lui a dit « Je suis pas là pour l'argent, je suis là pour la vérité ». Et il a creusé. Il a découvert que le témoin principal, Joël Pruvos, avait été arrêté le même jour que le meurtre. Et que, surprise, après avoir identifié Elijah comme coupable, toutes ses charges avaient miraculeusement disparu. Ensuite, il y avait un certain Thomas Véron qui prétendait avoir vu Elijah près de la scène du crime. Mais ce même Thomas était à 300 km au lit ce jour-là. Et là où ça devient vraiment sale, c'est quand Malik a mis la main sur une vieille cassette audio oubliée dans les archives du tribunal. Sur cette cassette, Joël Pruvos disait noir sur blanc « J'ai rien vu. Je connais même pas ce mec. » Et tu sais ce qui est dingue? Cette preuve, jamais soumise au tribunal, volontairement étouffée. Quand Malik a joué cette bande à Fatou, elle a blêmi. Il tenait enfin une preuve concrète que le témoignage avait été manipulé. Mais au lieu de lâcher prise, le procureur a contre-attaqué. Il a demandé un délai, un temps de réflexion, genre il avait des scrupules. Et c'est là que les menaces ont commencé. Un appel anonyme. Si vous continuez à défendre Doumbé, votre maison va sauter. Mais Fatou, elle a juste raccroché et dit « Qu'ils viennent, moi je bouge pas ». Quelques jours plus tard, un tournant inattendu, Joël Pruvos lui-même a demandé à rencontrer Malik. Dans une église vide, il a craqué. « J'ai menti, ils m'ont dit que si je témoignais, je sortirais. J'ai eu peur, mais ce que j'ai fait, c'était mal. » Malik a pris sa déclaration écrite, jurée, signée, et avec ça, il est retourné au tribunal. L'audience finale était tendue. Silence de plomb. Malik s'est levé, a tendu la cassette, la déclaration, les preuves que le seul témoin à charge s'était rétracté. Et cette fois, le juge n'a pas pu ignorer. Il a tapé de son marteau et dit « La Cour annule la condamnation de monsieur Elijah Doumbé. » Et là, c'est comme si le monde s'était remis à respirer. Elijah est sorti du tribunal. Sa femme l'a serré comme si elle allait jamais le lâcher. Son fils, les larmes aux yeux, l'a regardé comme un héros. Et Malik,
Il est resté en arrière, la gorge nouée, mais le cœur libre. Aujourd'hui, l'initiative Justice Équitable a sauvé plus de 140 personnes du couloir de la mort. Mais Malik dira toujours, le vrai combat, c'était Elijah, parce qu'il m'a appris que même quand la loi vous écrase, la vérité finit toujours par se relever. Mais, et toi? Tu crois que la justice est vraiment aveugle ou qu'elle choisit ce qu'elle veut voir? Dis-moi dans les commentaires. Et surtout, partage cette histoire. Parce qu'on oublie trop vite que parfois, le combat de l'un sauve les vies de 100 autres.